Je vais vous résumer ce livre, La santé par l'eau froide, ses vertus dynamisantes, préventives, curatives et régénératrices. C'est un livre écrit par le docteur Philippe Stefanini, spécialisé en agronomie et en anthropobiologie, et Myriam Willemse, qui est spécialiste en nutrition sportive et en régénération cellulaire par la pratique des bains en eau froide. On va regarder la table des matières. On va commencer par faire un peu de théorie d'abord. Eau froide qui va pouvoir optimiser le corps et l'esprit et la santé en général. Et en deuxième partie, on verra comment passer à l'action en connaissant bien nos limites, comment s'organiser. En n'oubliant pas qu'on est tous différents et on abordera donc les différents terrains pour terminer à la fin par les conclusions et mes conclusions personnelles. C'est une édition de 2020 de 200 pages et en introduction, les auteurs nous disent qu'ils ont été beaucoup influencés par le cas Wim Hof, surnommé Iceman, cette personne qui a réussi à contrôler son métabolisme à travers différentes expériences. Et on a constaté qu'à 59 ans, il pouvait produire 5 fois plus de chaleur qu'un individu de 20 ans. Et Wim Hof nous dit que tout le monde peut exploiter ce potentiel en quelques semaines. Tout le monde peut pratiquer des bains froids à une température modérée et en tirer des bénéfices incroyables. En première partie, on va voir de la théorie avec les effets de l'eau froide sur l'organisme. Et voici 12 bonnes raisons pour s'immerger dans l'eau froide. L'eau froide stimule instantanément la circulation sanguine. Elle agit comme un antidépresseur. Elle stimule la combustion des graisses. Elle peut donc aider à maigrir de façon durable. Elle a un effet détox. En effet, la contraction vasculaire entraîne un décongestionnement des organes internes et aide à évacuer les impuretés. L'eau froide améliore spontanément notre santé. Par le resserrement puis l'élargissement des vaisseaux sanguins, cela aide à renforcer notre système immunitaire et cardiovasculaire. Elle nous aide aussi à trouver le sommeil plus facilement. L'eau froide favorise aussi la prévention des blessures et est un antidouleur efficace. L'eau froide agit aussi sur le système respiratoire. Les poumons s'ouvrent au maximum et laissent entrer l'air avec un effet bénéfique et tonifiant. L'eau froide stimule aussi le système hormonal. Elle stimule aussi le système musculaire. Cela permet au corps d'évacuer l'acide lactique et d'autres déchets de combustion grâce au phénomène de la vasoconstriction. Et le froid permet aussi d'accroître la fermeté et la tonicité de la peau. Historiquement, on nous dit qu'Hippocrate employait déjà l'eau froide, notamment contre les fièvres, les rhumatismes, les ulcères, les infections arthritiques, les hémorragies, etc. Alors quels sont les principes fondamentaux de l'eau froide ? L'eau stimule l'esprit et restructure les pensées désorganisées. L'eau froide nous aide à purifier le sang et à l'enrichir en augmentant l'assimilation des nutriments, des minéraux et des oligo-éléments. Elle nous donne la force de lutter contre les troubles ou les maladies. Et aussi, introduire une cure d'eau froide dès le début des symptômes peut prévenir un grand nombre de maladies. C'est même indispensable. L'eau froide soulage les inflammations et élimine les substances toxiques responsables de l'encrassement de notre organisme. De ce fait, une fois les toxines endogènes et les toxiques éliminés, l'organisme fortifié pourra se rétablir naturellement. En fait, nous sommes tous dotés d'un système d'adaptation complexe, créant diverses réactions afin de faire face aux situations que nous subissons. Mais d'ores et déjà quelques conseils, il faudra y aller doucement. Aussi ne pas stimuler un organe affaibli en ayant recours au bain froid. Et pour les personnes de faible constitution ou affaiblies, évidemment, on fera des applications douces. On débutera doucement. En fait, l'eau froide doit être appliquée avec bon sens. Il n'y a pas de concours, pas de comparaison avec les autres personnes qui nous entourent. Puis on parle des principes de l'homéostasie. Quand le corps se refroidit, il s'efforce de rétablir la chaleur nécessaire afin de retrouver son homéostasie, donc son point d'équilibre du moment. Puis nous parlons de l'action de l'eau froide sur les nerfs et la circulation. Au contact de l'eau froide, les nerfs envoient cette information au cerveau et à la moelle épinière, stimulant la production de sérotonine, cette hormone de la bonne humeur, et aussi de noradrénaline, qui elle sera impliquée dans l'attention, la vigilance, les émotions, le sommeil et l'apprentissage. La contraction des vaisseaux capillaires va stimuler et optimiser la rapidité du trajet sanguin et la circulation générale sera améliorée. L'eau froide a aussi un effet sur les muscles de la poitrine.
Elle va les contracter fortement d'abord, puis elle va rendre la respiration plus complète, plus profonde et plus libre. Cela permet d'apporter un calme passager puis constant. Après un bain, on retrouve une sensation d'apaisement, de bien-être et d'euphorie. Et l'eau froide peut même avoir des effets sur les maladies de civilisation. Elle peut être employée comme moyen de solutionner la goutte, les problèmes articulaires ainsi que le syndrome métabolique. Puis on nous parle d'hormèse par l'eau froide. Aujourd'hui, nous avons tendance à vivre dans un milieu aseptisé, antiréactif et d'assistanat psychosomatique qui nous rend plutôt amorphes. On va pouvoir choquer son corps par l'eau froide en suivant le principe de l'hormèse, ou dit autrement, ce qui ne vous tue pas peut vous rendre beaucoup plus fort. Grâce au choc thermique, l'eau froide fournit à l'organisme le moyen de se rétablir lui-même. L'hormèse caractérise une réponse de stimulation de l'organisme parce qu'il est exposé à de faibles doses de stress, enclenchant des renforcements. Pour l'exposition à l'eau froide, tout dépend de la durée et de la température. Il ne faut pas dépasser notre capacité d'adaptation, et ça c'est fondamental. On est tous différents, et à un instant différent, on aura une propre capacité donnée. En tout cas, sachons bien que notre corps s'adapte ou se désadapte en permanence, tout dépend des conditions qu'on lui fait subir. Dans la première semaine de pratique, face à une faible durée d'immersion, l'organisme va subir l'attaque. Puis, en augmentant progressivement la durée, il va réagir, puis s'adapter. On nous dit aussi que l'eau froide améliore l'état de nos humeurs, nos fluides intra-extracellulaires et de nos émonctoires, tous ces organes spécialisés dans l'évacuation des déchets. En effet, le contact de l'eau froide stimule le système rénal, la peau et la microcirculation. Les auteurs ont évalué avec un oxymètre le taux d'oxygène dans le sang de plusieurs personnes. Ils ont constaté que le taux d'oxygène dans le sang était plus important après un bain en eau de mer froide. L'eau froide a donc la capacité de stimuler et d'augmenter le taux d'oxygène dans le sang, permettant ainsi de meilleurs échanges cellulaires. Puis on insiste beaucoup sur la vasoconstriction, cette réaction naturelle du corps pour limiter les pertes de chaleur par la peau, avec nos vaisseaux sanguins de la périphérie qui réduisent en diamètre. Je vous renvoie à ma vidéo d'anatomie sur la peau pour bien visualiser tout ce réseau proche de la peau, en sachant qu'au total on a 100 000 km de canalisation et que ces petits vaisseaux sont fondamentaux et qu'ils ont besoin d'être entraînés, de se développer et de perdurer. Au niveau de la peau, l'immersion totale dans l'eau froide abaisse la température du corps en éliminant la chaleur superflue et dissipe l'irritation de la peau. Sachant que les bains de mer améliorent aussi les affections cutanées. En effet, le sel contenu dans l'eau de mer permet un nettoyage en douceur de la peau qui retrouve hydratation et éclat grâce à ses effets exfoliants et astringents. On a aussi le zinc et le sodium et l'iode qui ont une action antiseptique et cicatrisante au niveau du système cutané. Et le zinc peut même aussi améliorer visuellement les cicatrices. Alors comment fonctionne cette eau froide sur notre métabolisme général? L'eau froide va pénétrer dans nos tissus avec une grande rapidité. Le froid provoque une réaction centripète, c'est-à-dire que les surcharges et toxines vont solliciter les émonctoires profonds. Ce qui fait par exemple que l'on aura envie d'uriner après un bain froid. Et grâce au phénomène de vasoconstriction, le corps élimine mieux les déchets acides au contact du froid. Quant aux bains de mer, ils permettent une élimination plus importante de l'acide urique. Côté système hormonal, on a montré que la production de sérotonine en réaction à l'immersion est bel et bien avérée. Et on nous dit aussi qu'un bain de 15 minutes dans d'eau froide peut être équivalent à une séance de yoga de 1h30. Alors comment réagit le corps face à cette application de froid? Eh bien le froid active la thermogénèse. Le corps va chercher à produire de la chaleur par l'activité musculaire, l'augmentation du métabolisme en augmentant la production d'hormones telles que la dopamine et les hormones thyroïdiennes, et aussi la destruction du tissu adipeux. Mais quand on parle tissu adipeux, on n'a pas tout dit, il y a en fait la graisse brune qui est très importante. En effet, quand le corps a froid, la graisse brune s'active et brûle des calories pour maintenir la température du corps. La graisse brune est utilisée pour isoler thermiquement le corps humain, elle se développe et s'active au contact du froid. Favoriser le développement des graisses brunes par l'exposition au froid permet de réduire le risque d'obésité, de diabète, tout en maîtrisant la prise de poids. Comme la plupart d'entre nous avons un mode de vie sédentaire, nous ne sommes pas assez exposés au froid. On se couvre de manteaux, on chauffe trop nos habitats, et notre métabolisme n'est pas assez en capacité à fabriquer suffisamment de graisses brunes. Alors comment booster ces graisses brunes? Notamment en favorisant une atmosphère fraîche ou froide, et aussi par les bains froids, bains dérivatifs,
Et encore en portant moins de vêtements, en dormant dans une pièce froide et en frissonnant. Des chercheurs d'Harvard observaient qu'1 heure de sport ou 15 minutes de frisson conduit à la production d'une hormone qui transforme les graisses blanches en graisses brunes. Et prendre ces habitudes peut aider à la production de 30% d'adipocytes bruns supplémentaires. Et on peut avoir aussi une action particulière sur les infections dites froides, comme les maladies de Lyme, les spondylarthrites ankylosantes, etc. Elles seront toutes améliorées par l'utilisation du froid, principalement par les actions détoxifiantes citées précédemment. Le froid permet à l'organisme de trouver les voies de guérison par ses propres forces. Alors on est encouragé à passer à l'action, à sortir de notre zone de confort afin de nous adapter et de devenir plus résistants. Puis il nous cite différents individus et différents mots en nous disant que l'eau froide agit favorablement sur un grand nombre de pathologies. Que ce soit les intoxiqués, les dystoniques, avec des dysfonctionnements nerveux tels que l'amplification des sensations et des émotions, les lymphoïdes, les personnes perturbées au niveau rate, estomac, mais aussi pancréas, les acidifiés, cette acidose qui apparaît chez les personnes dont l'organisme a des difficultés à éliminer efficacement les déchets acides produits par l'organisme. Et aussi les vasculaires, les déminéralisés et les allergiques. Un chapitre après dédié sur les bains en eau de mer. Car en effet, les bienfaits de cette eau de mer sont multiples, à la fois revitalisants, décontractants, tonifiants, favorisant les circulations sanguines et lymphatiques. Les bains de mer sont une vraie thérapie pour le corps et l'esprit. Ils ont un effet euphorisant et anxiolytique. Et aussi, l'eau de mer contient des minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre système immunitaire et aussi des oligo-éléments antioxydants et immunomodulateurs. Les bains de mer vont permettre une optimisation de l'état de nos articulations. Il y a une action positive de l'eau de mer sur le système cardiovasculaire et c'est l'une des actions les plus puissantes du bain de mer régulier. On nous dit que la majorité des baigneurs n'attrapent pas le moindre rhume en hiver et on constate la baisse des infections ORL. La sensation de picotement est un signe d'activation du processus de microcirculation par vasoconstriction des vaisseaux sanguins périphériques. Elle est donc normale. Puis la vasodilatation en sortie de bain entraîne le retour sanguin dans les vaisseaux périphériques, d'où les rougeurs qui apparaissent sur la peau. Côté composition et propriétés de l'eau de mer, on nous rappelle que l'eau de mer est très proche de celle du plasma sanguin. Voir à ce propos ma vidéo sur le plasma de Quinton. Et on nous dit aussi qu'on compte au total 104 oligo-éléments en commun avec ceux de l'organisme humain. Donc voilà, les bains de mer pratiqués en hiver sont une véritable cure d'oligo-éléments et de sels minéraux, une amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, vont nous permettre de nous détendre et d'apaiser les tensions, va nous aider aussi à libérer le nez et les bronches, et aider aussi à une évacuation de l'acide lactique. On nous parle des résultats sur un groupe de tests. Ils ont mesuré les pressions de différents baigneurs. Dans la majorité des cas, les bains en eau de mer froide abaissent la tension des personnes testées. Ils ont aussi testé en mesurant à l'oxymètre le taux d'oxygène dans le sang. Dans la majorité des cas, il a augmenté. Deuxième partie, comment passer à l'action? D'entrée, mise en garde, plus l'eau est froide, plus l'application doit être brève. Dans les principes fondamentaux, on nous dit bien de connaître nos limites. Alors comment s'organiser pour prendre des bains froids? Pour les premiers bains, quand commencer? Déjà encore, le démarrage doit être progressif. Pour cela, il faudra continuer à se baigner après l'été au minimum 2 fois par semaine. Donc il y a différents types de bains froids. On a ici un tableau qui résume ces données, avec les différents types de bains à leur température, des indications de durée et des indications aussi de conditions pour pouvoir pratiquer sereinement. Puis on nous parle d'échauffement du corps en nous disant qu'un échauffement du corps avant la mise à l'eau peut être indispensable. Cela permet aussi de se motiver et de se mettre en confiance. Cela peut correspondre à 1 heure de marche, ou 20 à 30 minutes de vélo, ou une course à pied, ou autre, du gainage, des pompes, etc. Mais attention, ne jamais s'immerger le corps transpirant. On attendra à minima 15 minutes dans ce cas. La mise à l'eau, elle doit être progressive. Parfois, l'immersion jusqu'au buste est largement suffisant. Tout dépendra des conditions et de chacun. Alors, combien de temps? Pour les débutants, 1 à 5 séances par semaine seront nécessaires pour obtenir des bénéfices. Mais tout dépendra de la température de l'eau. On nous parle de 2 minutes pour commencer, puis à chacun d'adapter la durée. Et on nous dit prendre un bain au minimum 1 fois par semaine et si possible tous les 3 jours.
Alors après le bain, déjà sortez de l'eau avant d'avoir trop froid, ça aussi c'est fondamental. Et si on est résistant, on peut ne pas se sécher le corps après le bain. L'idée est de faciliter le retour de la thermogénèse. Et aussi pour se réchauffer, on aura le soleil, les automassages et surtout le retour de la vasodilatation. Pour les bains de mer, on nous dit le classique à 12 degrés, 12 minutes maxi, ce n'est qu'un exemple et ça dépendra de chacun. Pour ce qui est des bains et des douches à la maison, eh bien c'est facile et utile pour tous, que ce soit pour des personnes en bonne santé ou celles souhaitant retrouver un bon état de santé. Quant aux bains de bras, de tête ou de visage, en cas de problème cardiovasculaire, si on attire le sang vers les bras, on peut aider à lutter contre les vertiges, les maux de tête, la tension, le stress et les angoisses. Et les bains de tête et du visage peuvent être pratiqués pour soigner les rhumes, les céphalées et pour détendre les visages fatigués. Pour les maux de tête, on peut prendre un bain ou une douche froide dès les premiers signes. Puis on nous parle d'autres pratiques, avec par exemple les bains dérivatifs. Là, on va refroidir l'entrejambe à l'eau froide de façon prolongée. Le bain dérivatif combat les fermentations et les putréfactions, stimule le péristaltisme et le système nerveux dans son ensemble. Nous avons aussi les bains de siège, où là, on va pouvoir se tremper dans l'eau fraîche ou l'eau chaude, uniquement la partie la plus basse du corps, de l'entrejambe à l'aine. Préconisé pour les hémorroïdes et les mycoses vaginales, et aussi pour lutter contre la fatigue. On nous parle de la marche en eau froide, qui va pouvoir purifier, soigner et restaurer le corps. Elle aura une action bénéfique pour les artères, une action positive sur la tension artérielle et la fréquence cardiaque. À faire de manière hebdomadaire dans une eau autour de 15 degrés. On peut aussi agir en cas de foulure, d'entorse et de déchirure ligamentaire. Les premiers soins reposent sur la pratique de la cryothérapie, à travers de la glace, une poche réfrigérée ou un bain en eau froide. On peut agir en cas de lésion musculaire ou de contusion. L'eau froide est le traitement de loin le plus efficace. Il fait des miracles, nous dit-on. Et il est également très bénéfique en cas d'hématome. Mais qu'en est-il de l'alternance entre le chaud et le froid ? À savoir que le chaud-froid va déclencher la formation d'adrénaline, car quand le corps va se refroidir subitement, ça sera sa première réaction. Et le retour au chaud permet à l'adrénaline produite de se transformer en endorphine, un antidépresseur naturel. L'alternance chaud-froid est utile aussi pour les personnes présentant une souffrance articulaire. Elle est préconisée également en cas de sursollicitation d'une articulation ou d'un groupe musculaire. Alors voici les conclusions du livre. Tout le monde peut commencer par une douche froide de 30 secondes le matin, en augmentant progressivement la durée. Le conseil reste de contrôler notre respiration et de rester calme. On va essayer de se détendre plutôt que de tendre nos muscles. On nous a montré tous les bienfaits et on pourra même aider à corriger des déséquilibres de terrain qui seraient capables d'induire à long terme de nombreuses pathologies. Intégrer la pratique des bains en eau froide permet de lutter efficacement contre différentes formes de stress et d'agression. À la fin du livre, on a un glossaire sur cette page. On a cette partie notes avec une quinzaine de références bibliographiques qui sont pointées dans le texte. Aussi une bibliographie avec 53 références qui, elles, ne sont pas pointées dans le texte. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Oui, pour la très grande majorité d'entre nous, l'eau froide peut nous apporter de très nombreux bénéfices. Aide à la détox, amélioration du système immunitaire, respiratoire, cardiovasculaire, hormonal, musculaire, etc. Le principe de l'hormèse est en effet à explorer, à expérimenter, mais surtout avec une bonne compréhension de ses principes. On se rappellera des petits chocs adaptés à nos capacités d'adaptation. En tout cas, à la maison, une douche froide, c'est écolo. Plus d'eau froide gaspillée au démarrage de notre douche. On peut démarrer par ce froid sur les jambes par exemple, qui sera le début du chaud-froid. Et jour après jour, on pourra augmenter les parties du corps aspergées et les écarts de température. Important à bien noter ce que l'on a dit sur les graisses brunes. Ces graisses brunes sont notre allié et on voit qu'on va pouvoir la développer grâce au bain froid. Par contre, il y a des précisions à rajouter par rapport aux chiffres annoncés dans le livre. On est tous différents. Il est donc impossible de donner des indications de durée et de fréquence. Pour les bains froids, un des critères sera nos capacités à récupérer après le bain. Cela implique de tester, voire de noter, pour pouvoir adapter tout ça à notre cas. Et bien sûr, on démarrera progressivement. Et pour ceux qui ont la chance d'être au bord de la mer, voire de rivière ou de lac, eh bien oui, on est encouragé à se baigner toute l'année en adaptant l'exposition à sa constitution
et son état du moment. On se rappellera aussi que le contenu minéral de l'eau de mer va augmenter les bienfaits sur la santé générale. Et on se rappelle, la majorité des baigneurs n'attrapent pas le moindre rhume en hiver, et on constate la baisse des infections ARL. C'est juste l'inverse des croyances, mais par contre, il conviendra de pratiquer régulièrement pour avoir ce genre de résultats. Enfin, je constate que le contenu de ce livre s'appuie sur des bases sérieuses, par contre, son écriture est à revoir. Il y a un manque flagrant de relecture, il y a beaucoup de répétitions, et l'organisation générale des informations est largement perfectible. Voilà pour le résumé de ce livre.